apéro spécial. Hello. Déception de la Ça a saison. mal. On n'est pas content. Pas content. On est déçu, disappointed, Ah. comme on dit là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, là où soi-disant ils jouent mieux au basket, mais c'est les étrangers, les joueurs non américains les meilleurs. Voilà. Exactement. Voilà. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Trash Talk pour cet apéro de début de semaine. On espère que vous allez bien. Et comme l'a dit Alex, qui nous a désappointés? Voilà, c'est ça. Désappointé, c'est vrai que c'est un mot français, tout à fait. Le désappointement. Le désappointement. Le fameux désappointement. Je trouve que Caralis, cette saison, a été bien désappointante. Hein. Nous sommes à mi-chemin. Ça y est, c'est officiel, Alex. La barre des 41 matchs joués a été passée par la plupart, si ce n'est la totalité des franchises NBA. Et donc, petit clin d'œil à notre ami Nathan, que vous pouvez retrouver très régulièrement sur le compte TikTok de Trash Talk, qui venait de donner ses déceptions de la mi-saison, puisqu'on a enfin passé la barre des 41 matchs, comme je le disais. Et donc, tout à l'heure, je discutais avec toi, Alex, et je me suis dit, vas-y, on va balancer aussi nos déceptions, non? Ouais, tu sais quoi, Nathan, ces déceptions, c'est que il est allé pisser récemment, il n'y avait pas Ronaldo au chiottes, c'est ça? Hein? Je comprends pas maintenant quand Du je coup, vais aux il était toilettes. déçu Merde, il n'y avait pas Zizou à Angers, je comprends rien. Voilà, je comprends pas. Non, plus sérieusement, je ne vais rien spoiler. Allez voir la vidéo évidemment de Nathan et tout le travail formidable qu'il fait au quotidien sur la chaîne TikTok de Trash Talk. C'est d'autres formats que nos jolies têtes. On va faire du désappointement et puis après on fera quand même de la satisfaction. Oh! Ouais, ah bah oui, obligé. Évidemment. Parce que, ok, on peut sortir un shots fired et tout, on aime bien et ça, les gens veulent du sang. Est-Ouest, hein. C'est pas Est-Ouest, hein. C'est pas Est déception ou Est satisfaction. Non. Bah non. Il y a 2 ou 4 vidéos. Je sais plus. On va partir sur 2 vidéos, les satisfactions et avant ça, les déceptions. Alex, tu le répètes souvent et je pense que c'est important de le rappeler au peuple. Les gens aiment le sang, les gens aiment quand ça... Quand ça clash, Ouais, hein. quand on n'est pas content, quand on crache du venin, tout ça. Si possible, avec le moins d'arguments possible. C'est si triste. Possible. C'est Ouais, triste. C'est Mais comme bon, ça, qu'est-ce que tu veux. c'est comme ça, on va pas non plus se plaindre. Vous, surtout, vous avez la possibilité évidemment de participer, hein, parce qu'on veut bien balancer nos avis. Et moi, j'ai très hâte d'entendre qu'est-ce qui a pas du tout plu, mais alors pas du tout plu à Alex sur ce début de saison. Mais vous aussi, c'est important que vous puissiez nous dire que vous soyez fan d'une franchise en particulier, parce que souvent on a le prisme d'une franchise. Mais Alex, toi comme moi, comme les gens de l'équipe de Trash Talk, on essaie de suivre au maximum les 30 franchises. Donc c'est compliqué d'avoir une seule grosse déception. T'en as eu plusieurs. Ouais, plusieurs déceptions, évidemment. On peut faire des mentions honorables de déception. Hein. On n'a pas fait le cut. Ouais. Non, mais... Bien sûr. Mais ouais, forcément. Après, c'est vrai que pour être déçu par une équipe, un joueur ou quelque chose, faut les avoir vus jouer. C'est mieux. Tout à fait. C'est l'idée. Et donc moi, c'est pour ça aussi parfois que je suis d'autant plus déçu, parce que par exemple, là, j'ai une équipe que j'ai pas mal regardé jouer cette saison, parce que j'y croyais bien en fait, moi j'y croyais plus, et puis je suis déçu, et du coup ils m'ont fait perdre beaucoup d'heures. Oui, voilà, beaucoup donc d'heures. ça c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Surtout si... parce que quand on parle de déception, ça veut dire qu'il y avait des attentes initialement. Surtout si on a fait ensemble les 30 previews et que la projection était totalement différente. C'est ça surtout sur lesquels on essaie de se baser. La projection, la manière... Ressenti, ouais. Ouais, ce qui se passe aussi dans l'équipe, comment les joueurs évoluent, le body language de certains. Est-ce que des gens qui défendaient avant se sont mis à arrêter de défendre maintenant, ou des choses comme ça, par exemple, oui. Ce genre de choses. Ouais. Ou d'autres qui défendaient pas du tout se sont mis à défendre, mais bon, voilà. Pour quel résultat Autant on pourrait faire un espèce de grand goubi-goulba où on balance un peu tout et n'importe quoi, autant quand on a préparé l'émission avec Alex, on s'est dit que ce qui serait drôle, et on vous invite à y participer, c'est de prendre une équipe, un joueur et un bonus. Un wildcard. Une wildcard. Et ça peut être tout, hein, la wildcard, ça peut être un truc en dehors du terrain, vous allez voir, peut-être que Alex nous a préparé une dinguerie, moi aussi, on verra. Ça peut pas être forcément qu'un joueur ou un... J'en sais rien, moi, ça peut être des coachs. Ouais, ça peut être des coachs, ça peut être des dirigeants, ça peut être des GM qu'on fait nimp, ça peut être plein de gens. Des commentateurs, des tout, mais bref. Des fans, plein de choses. Tout. Une équipe, un joueur et une wildcard. Alex, est-ce que tu es prêt? Les gens veulent du sang. Est-ce que tu es prêt à en verser? Ouais, je suis prêt. Vas-y. Eh bien, je te lance. Je te lance bien évidemment sur cette première partie de saison 2023-24 en NBA. En termes d'équipe, quelle est ta déception? Les Hawks. Voilà, bim. Désolé Bastien, je sais que tu les aimes bien, mais là... je vais pas te dire scandale. Hein.
Non, mais tu vois, honnêtement, bon, il y a les résultats comptables. Oui. Je les voyais un peu mieux. Je les voyais sur un meilleur rythme. Je suis allé checker nos previews. Moi, je les avais mis 7e de l'Est avec 43 victoires à la fin. Là, aujourd'hui, ils ont 18 victoires pour 24 défaites, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est le classement sous les yeux, là. Ils sont 10e. Et honnêtement, le ressenti, c'est que ils sont déjà en train de reach, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Le ressenti, c'est que t'as une sorte de ressenti de plafond, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas une équipe, et pourtant il y a des équipes qui jouent mal au basket cette année en NBA. Il n'y a pas une équipe qui m'a plus déçu que les Hawks. Avec le talent en place. C'est-à-dire que cette équipe, 10e pour moi, c'était vraiment genre un plancher, si Trae Young se blesse ou si tous les ailiers sont blessés. J'en sais rien moi, mais avec Quinn Snyder au coaching, Trae Young à la main, Dejounte Murray à côté de lui, Clint Capella dans la raquette, pas mal d'ailiers, jeunes, athlétiques, plutôt bons. C'est-à-dire DeAndre Hunter, normalement il est bon, Saddiq Bey, normalement il est capable d'apporter quelque chose sur un terrain. Jalen Johnson pourrait être une petite satisfaction à l'intérieur de la déception. Je suis d'accord, il progresse. C'est le rayon de soleil des Hawks. Ouais, moi j'aime bien le taf de Bogdan Bogdanovic également. Je trouve qu'en 6e homme, on avait parlé de lui d'ailleurs quand on avait fait les courses au trophée et tout ça. Mais il y a deux choses qui me gênent beaucoup, enfin 3 même, qui me gênent beaucoup dans cette première moitié de saison des Hawks. La première, c'est que les Hawks sont devenus un spot de TTFL. C'est-à-dire que Jean-Pierre, il joue les Hawks, je vais le poser dans mon deck. Bien sûr. Parce que comme va y avoir 160 points par équipe, c'est plutôt bon ça dans les jeux de fantasy. Ça, c'est pas normal. Je veux bien que la priorité des Hawks, vu leur effectif, ce soit pas forcément de défendre et de verrouiller, de jouer demi-terrain, t'as envie d'avoir de la transition, du rythme et tout, je comprends, mais Dejounte Murray est censé défendre. Ça défend. Pardon. Grosse chute. Qu'est-ce que c'est que ça ? Clint Capella. Clint Capella, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a vieilli. Ah ouais, là, dis donc, c'est plus que vieilli. Là, il a pris un énorme coup de vieux. Et Clint Capella, quel âge il a ? Il est pas non plus... Non, mais je veux dire par là, athlétiquement, il a vieilli. Oui, mais il a quel âge, Clint Capella, à la base ? Il a genre, fais voir, Clint Capella. Il est né en 94, il a même pas encore 30 ans. Non, c'est du foutage de gueule comment il joue sur le terrain. Non. C'est du foutage de gueule comment il joue sur le terrain. Okongwu, je sais que tu l'adores, Bastien, mais quand il rentre en jeu, je sais pas. Pas la saison du siècle de Onyeka, je te confirme. Voilà, mais alors du coup, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que on en est rendu où nos potos qui gèrent le compte AuxFR, ils sont là en train de souligner les efforts défensifs de Trae Young, qui sont réels, mais normalement, tu devrais pas avoir besoin de ça pour justifier que les Hawks aussi, que Trae Young progresse et tout. Tu devrais avoir Dejounte Murray qui assume son rôle de premier défenseur extérieur. Tu devrais avoir Clint Capella qui assume son rôle de pilier défensif à son échelle. Mais on a connu Capella qui fermait des bouches à des gros pivots quand même. C'est vrai ou pas ? Et donc, il y a donc des déceptions individuelles chez des joueurs qui donnent pas du tout. Je sais que Dejounte Murray s'applique au tir et tout, mais preuve étant, ça fait pas gagner l'équipe. L'équipe aurait besoin d'autre chose. Je pense que en termes d'ambiance et de mental, Dejounte Murray est un problème pour un collectif. Capella, je sais pas ce qu'il a, faudrait en discuter avec lui. Du coup, ça freine la progression d'Okongwu. Saddiq Bey, il y a qu'à voir ta réaction quand j'ai parlé de le mettre dans un trade, là, quand on a fait la vidéo des trades. Voilà, quoi. DeAndre Hunter, je sais plus quoi penser de ce joueur. Je l'aimais beaucoup à sa draft. J'avais bien aimé ce qu'il avait proposé au tout début, mais qui est-il ? Qui es-tu ? On se retrouve à 2 semaines de la deadline. Tout le monde est transférable à Atlanta. Hormis Trae Young et Jalen Johnson. Alors là, prépare-toi, on sait jamais. Oui, moi, je te dis que tout le monde est tradable. En tout cas, le message qui circule, c'est vraiment que Trae Young et Jalen Johnson ne sont pas touchables. Mais donc, ça veut dire que pour le reste du groupe, allez-y les frères. Oui, Dejounte, il y a des grosses rumeurs. DeAndre et Saddiq Bey, je pense que les Hawks aimeraient bien qu'il y ait des rumeurs, mais il n'y en a pas. Et Trae Young, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs autour de Trae Young, le truc qui ne devrait jamais arriver. Donc, au-delà du côté comptable, du côté bilan qui est pas bon, c'est vraiment la manière.
c'est le body language des types. C'est... Qu'est-ce qu'il faut, Quinn Snyder, on l'a connu, alors peut-être que c'est pas facile et tout, mais on l'a connu capable de mettre en place des choses quand même beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus léchées. Là, t'as l'impression que... Alors, est-ce que c'est Dejounte Murray et Trae Young qui sont incoachables, par exemple? Tu sais, les meneurs arrière censés tenir le lead du jeu qui s'accole pas avec l'entraîneur. Est-ce que c'est Quinn Snyder, genre il avait un groupe parfait à Utah et puis là, le groupe est moins parfait, il n'y arrive pas. Mais en tout cas, là, à Atlanta... T'as un souci de mental, t'as un souci d'attitude, t'as un souci de défense, t'as un souci de leadership. Enfin, dis donc, au bout d'un moment... Non, très déçu, vraiment. Moi, je pensais vraiment que cette équipe pouvait être le poil à gratter, en train de batailler dans le top 6 avec du Cavs, du Sixers, du Heat, et qu'on soit tous là en train de se dire « ils vont pas être bons à prendre en play-off ». Bah là, honnêtement... S'ils vont en play-off, je serais surpris limite maintenant. Ouais, je comprends. Non, mais comme beaucoup de monde, moi je vais rien dire de contraire à ton analyse, qui évidemment, comme tu le sais, les Hawks sont très chéris dans mon cœur et c'est très difficile cette saison. Beaucoup de gens, en effet, les plaçaient assez haut parce que ça pouvait être un potentiel poil à gratter. T'as raison. Moi, là où je te suis sur la déception, c'est qu'en plus de tout ce que tu as mentionné, c'est une équipe qui devait avoir le potentiel offensif de pouvoir largement exploser ses lacunes défensives. Mais même en attaque, tu n'es même pas élite. T'es même pas, non, même offensivement, ce n'est pas ni dans la manière ni dans les résultats. Donc, autant l'année précédente, tu avais une attaque de fou furieux qui te permettait de montrer que, en fait, ouais, mais tu peux t'en prendre 140 sur la tronche. Donc, en fait, ça va être une soirée compliquée. Mais là... Tu sais qu'en fait à Atlanta, on a quasiment vu les Spurs le soir du MLKD revenir de 30 points et ça n'a étonné personne. Et ça, c'est dramatique. Ça, donc je te suis complètement. Le seul truc que moi je commence à comprendre, parce qu'évidemment je suis toutes les franchises, mais évidemment avec Atlanta je suis un peu plus concerné quand il y a des petites choses qui traînent à droite à gauche, c'est qu'il y a une transition qui est réelle. C'est qu'en fait, c'était il y a 12 mois qu'il y avait encore Travis Schlenk qui était general manager et que tu avais Nate McMillan qui était pas loin. C'est encore très neuf, tout ça. Et donc, du coup, je crois que ce qui est en train de se passer et qu'on va voir au niveau de la deadline et de la draft à venir, c'est qu'on l'a vu avec le move de John Collins. On va le voir là avec Dejounte Murray. Le groupe qui est allé en finale de conférence, c'est out. Capella, Bogdanovic, Huerter est parti contre Peanuts. Il y a eu un tour de draft qui est parti de Sacramento, c'était bien joué, mais Huerter s'est dégagé. Collins s'est dégagé. Capella et Hunter, ça va être la même. Et donc en fait, moi je pense que le nouveau management est sur une transition et donc je leur donne, pour moi, encore 8 mois de réel travail pour les jauger. Parce que je pense que t'es obligé, c'est trop difficile d'avoir été playoffable et de faire une belle transition vers quelque chose de encore meilleur, tu vois. Et donc je crois que là, c'est compliqué. Même le management en place n'a pas fait le trade de Dejounte Murray. On a découvert que c'était le fils du proprio qui avait foutu ses mains dans le truc et que Travis Schlenk, par conséquent, a quitté la franchise, notamment à cause de ça. Donc c'est pour ça que bonjour, le management... Bonjour le sale coup. Enfin, on voit bien que c'était pas bien joué, quoi. Et exactement. Et donc du coup, le nouveau management essaye lui déjà de se débarrasser de Dejounte Murray. Et ça va être le cas pour Capella. Donc je te suis totalement. C'est une énorme déception. Et à la limite, les Hawks, les résultats étaient mitigés, mais c'était fun à regarder. Là, les résultats sont nuls et on prend même pas de plaisir. Non, c'est ça. Je suis d'accord. Et puis les gars dégagent vraiment un truc négatif sur le terrain. Tu penses que pour Trae Young, ça peut... Enfin, je veux dire... j'ai l'impression qu'il reste encore un peu de temps avant que ça barde. Je te réponds à ta question. Oui, non. Ça peut quoi? Moi, je pense qu'en fonction de comment ça se goupille, de ce qui se passe, est-ce que les Hawks vont réussir à... Comment ils vont trader du Dejounte Murray, du Capella et tout... Moi, je ne vois pas du tout comment le management d'Atlanta peut, là, s'il faut gagner les trades, là, si tu perds les trades et que tu commences à donner la sensation que tu mets un effectif moins fort que ce qu'il était en début de saison sur le papier autour de Trae Young, comment tu expliques ça à Trae Young en termes de management? Tu dis, non, t'inquiète, tranquille, on reconstruit. L'autre, non, il est pas là pour reconstruire. J'y crois pas une seconde. Non, bien sûr. Donc, ouais, je pense que ça peut... Ouais. Je pense que ça peut partir en vrille, comme c'est déjà arrivé plein de fois entre une équipe comme ça qui se foire un peu au recrutement et la star est saoulée. Hein. Ouais. Ça peut arriver. Mais oui, les Hawks ne sont pas du tout à l'abri de ça. Alors là, clairement. Je pense qu'il y a encore un été, à peu près. Peut-être. Oui. Je leur donne un été. Je pense qu'il y a
même déjà en interne des discussions sur comment certains sont utilisés, parce que AJ Griffin maintenant il est en bout de... Enfin, voilà. hors Pourquoi rotation, alors que c'est un des premiers gros choix de draft, tout à fait. Pourquoi? Ouais. Donc il y a des choses qui sont pas claires. Mais ouais, c'est un peu le cirque, quoi, tous les soirs. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je suis d'accord. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi crade. Ouais, déception. T'as quelque chose, t'as une petite équipe là qui t'a déçu? Qu'est-ce qu'on a? J'ai une déception, mais en même temps c'est une déception parce que j'étais assez chaud pendant les 30 previews. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont beaucoup moins bien partis que ce que tu les voyais faire, c'est ça? C'est des gens qui, dans le vécu, dans la manière, dans toutes les semaines, ce qui se passe, dans tous les éléments que tu as mentionnés de leadership, de ce qui est proposé sur le terrain et de mood de fanbase, est atroce par rapport aux perspectives potentielles qu'il y avait. Bienvenue chez les Warriors. Ah oui, ok. Ouais, effectivement. Ouais. Alors, c'est chaud. C'est compliqué. On peut rediscuter ensemble. Le downfall là qu'on est en train de vivre en direct là. Moi, je suis d'accord pour rediscuter de l'état d'esprit qu'on avait en septembre. Et moi, je sais très bien que tous les deux, genre, moi, je sais que j'étais assez optimiste et que je me disais, il y a un chemin dans lequel Golden State a eu raison de faire le trade de Jordan Poole contre Chris Paul, a eu raison de faire certains moves, et que, ouais, il y a encore quelque chose à faire. Aujourd'hui, je sais plus qui a sorti cette phrase là récemment là chez les Ricains, mais aujourd'hui, entre être fan des Suns, des Lakers et des Warriors, franchement, alors que c'était improbable ce genre de question il y a encore quelques mois, hein, franchement, en termes de dysfonctionnement là, je me demande si la couronne ne revient pas à Golden State. J'avoue, moi aussi je les voyais beaucoup plus beaux que ce qu'ils ne le sont aujourd'hui. Bon, là ils sont affreux. Chaud. En même temps ils sont affreux là. C'est très très chaud. Mais ouais, je les voyais beaucoup plus beaux, je suis d'accord. Et donc juste pour présenter un peu le truc, et après j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus, c'est que vas-y. Golden State, donc on les mettait pas top 3 non plus de la conf ou top 2, mais pas loin, je crois. Mais pas loin, parce que moi je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui s'était pas très très bien passé sur les derniers playoffs, et je me disais c'est un truc de une fois, il y a une transition et tout. En fait non, la réalité réelle là qui me tombe à la gueule et à laquelle je ne pensais pas, c'est que avoir sorti les Kings en 7, c'était un miracle en fait. Oui. D'avoir sorti les Kings en 7 au premier tour sur un match à 50 points. Ou un mirage, tout à fait, mais un match à 50 points de Steph, incroyable pour sauver la troupe. C'est qu'en fait, c'était un miracle / mirage, et qu'en fait, t'es sorti logique face aux Lakers derrière. Que dans le développement des joueurs, quand on a vu ce qui s'était passé, on ne sait plus du coup comment utiliser un Moses Moody. On aime bien parfois certains qui peuvent sortir du lot comme Trayce Jackson-Davis ou Podziemski ou Kuminga, mais on ne sait pas sur qui on peut vraiment compter. Andrew Wiggins, la chute du niveau d'Andrew Wiggins. Ce qui est Andrew Wiggins aujourd'hui par rapport à il y a 1 an et demi, c'est un scandale. Et donc en fait, Golden State, là, malheureusement, il y a eu un drame absolu qui leur est tombé sur la gueule comme une sorte de point d'exclamation sur cette dramaturgie totale. Avec le décès de l'assistant de Steve Kerr. Dejan Milojevic. Tout à fait. Mais en fait, depuis le début de saison, j'ai l'impression qu'il n'y a pas 10 jours sans qu'il y ait une connerie. Soit il y a Draymond qui a fait n'importe quoi. Draymond a été quand même le premier mec à nous regarder face caméra. 2 fois suspendu. Exactement. Draymond a été le premier mec à nous regarder droit dans les yeux face caméra en camp d'entraînement en disant « Le groupe vit mieux, en gros, il n'y a plus Jordan Poole. » Non, faux. 3 semaines après, Draymond Green, il était en train de faire de la WWE avec certains mecs, de faire des sauts par-dessus la 3e corde et des étranglements. On a vu Jonathan Kuminga remettre en question Steve Kerr publiquement. Genre, en fait, toutes les semaines, il y a un truc. Il y a même Steph qui a commencé à faire des matchs auxquels on n'était pas du tout habitué. Des grands 0/8, 0/9 à 3 points. Klay Thompson, on est à 6 mois de sa free agency. Qu'est-ce que tu fais ? Ah bah, il vise le minimum, je pense. Il vise le contrat minimum. Mais regarde les phrases qu'on prononce. Et en fait, moi, je veux bien qu'on fasse face à ces réalités-là aujourd'hui. Mais Alex, tu m'aurais dit il y a 6 mois que là, en fait, on a vu plein de règnes et de dynasties mal se terminer. C'est toujours compliqué, les fins de règne. Mais oui, là... ça se finit rarement bien. Ça se finit rarement bien. Mais là, on fonce vers quoi ? C'est mal barré. Ah, c'est mal barré. Surtout qu'en plus... Un autre signal, donc il y a le merdier que ça a l'air d'être humainement dans le groupe. Il y a le coach qui fait des choix bizarres et qui est remis en question, comme tu l'as très bien dit. Il y a eu des choix du management récents qui, n'ont pas l'air de trop porter leurs fruits. Et en plus, là, par exemple, là, tu vois, quand il y a toutes les rumeurs de la deadline et tout, machin. Mais là, avec Siakam, par exemple,
Bah, ça a été, c'est l'info. C'est sorti que Siakam... Elle vaut ce qu'elle vaut, mais en gros, Siakam, il y avait les Warriors sur lui, mais Siakam, il était là, genre, les Pacers, c'est bien. Ouais. Les Pacers, c'est du lourd. Washington, il y a de l'argent, non un peu. Non, mais quand les gros joueurs comme ça, ou les All-Stars, et pas forcément que des superstars, Pascal Siakam, je sais pas si c'est une superstar, mais c'est un All-Star, un niveau All-Star, c'est quand même du lourd. Tu vois, commence à regarder ton club comme ça du coin de l'œil en disant je suis pas sûr de vouloir venir, tu sais que ça pue. Exactement. Ça, c'est un gros signe de ça pue. Donc en fait, à la limite, si tu me dis ouais, ça se passe pas très bien dans le jeu, mais toi-même tu sais, light years ahead, strength in number, voilà. etc. Mais là, il y a strength in rien du tout là. Là, il y a pas de, non mais je suis désolé, les fans des Warriors, ils prennent cher là, mais franchement, je veux bien leur avis parce que c'est décevant. D'une semaine à l'autre, il y a rien qui va. Et encore, vraiment, j'aurais pu dire ouais, il y a des trucs vraiment genre. Voilà, Steph, il surnage comme il nous l'a montré les 2-3 dernières saisons, mais il y a des matchs aussi de Steph où on l'a vu être à un niveau de maladresse qui est rarement vu. Après, ça reste un shooter élite, hein, qu'on ne dise pas de bêtises. Non, mais attends, il va avoir 36 ans. De toute façon, on n'est pas là pour juger la carrière de Steph Curry. On juge les Warriors en ce moment. Exactement. Et donc, du coup, tu sais pas sur quel bouton appuyer. Les minutes Kuminga plus Wiggins sont désastreuses. Kevin Looney... en fait, personne peut se cacher. Il faut que limite tes satisfactions, ce soit quelques bribes de Kuminga, quelques potentiels matchs de Podziemski ou de garçons qui se donnent, Trey Jackson-Davis, mais on parle de qui là ? On parle de quoi ? Genre en fait la Golden State, là le projet c'est quoi du coup là tu fais quoi là sur la fin de saison là ? Tu joues à fond ? Eh ben c'est une bonne question, parce que j'étais en train de regarder les classements, parce qu'en plus dans ma tête j'étais en train de me dire, en plus manque de peau, pour eux, cette saison où... Tu vois, ils sont... Le bilan est pas bon, hein, ils sont à 18-22, hein, ils sont à 45% de victoire, ils sont 12e. Mais il y a d'autres saisons où on pourrait avoir le sentiment qu'ils sont un peu plus dans la course. Ouais. Mais là, le problème qu'ils ont, c'est que les Rockets, tout jeunes, ou le Jazz, des équipes jeunes en train de travailler pour essayer d'exister dans la NBA, c'est des équipes qui vont rien lâcher là. Elles vont pas se mettre à tanker. C'est pas maintenant, j'y crois pas, moi, tu vois. Non. Elles vont pas lâcher. Et alors au-dessus, pardon, mais les équipes que tu dois pouvoir aller chercher, bien sûr. Les équipes que tu dois pouvoir aller chercher aujourd'hui, pour l'instant, mathématiquement, ce serait Lakers, Kings, Suns, par exemple, ou Mavs, tu vois. C'est chaud. C'est des grosses équipes. C'est des équipes qui rigolent pas du tout. Donc, en plus, il y a une confluence de choses pour les Warriors qui font que l'année, justement, où ça va nettement moins bien, il y a un gros coup de mou pour eux. En plus, la concu, elle est grave là, sans trop de blessés, à part les Grizzlies. Les Grizzlies qui sont derrière et tout. Mais sinon, les Kings, ils sont complets. Les Suns commencent gentiment à gagner quelques matchs avec les joueurs plus blessés. Les Lakers, on peut dire ce qu'on veut de leur saison, elle est meilleure que celle des Warriors. Et après, on est sur du Clippers, du Nuggets, tu vois, non. Donc ça, c'est pas bon pour eux, parce que ils doivent quoi ? Ils doivent tanker ? Non, franchement, non. Ils vont pas se mettre à tanker. Les joueurs vont pas vouloir tanker. Sauf que même en bourrinant, je suis même pas sûr que tu sortes du play-in. Si tant est que tu l'accroches. Exactement. Et donc, du coup... C'est chaud. Et moi, ce qui m'emmerde, c'est que là, du coup, c'est quoi Golden State dans 8 mois, en fait ? Là, pour moi, avant, il y avait des certitudes. J'avais Bob Myers qui tirait toutes les bonnes ficelles, avec Joe Lacob qui lui laissait beaucoup de marge, et avec Steve Kerr qui savait comment ça se passait avec son bras droit principal, Bob Myers. Là, c'est open bar. Là, pour moi, c'est open bar. Si dans 8 mois, tu me dis, il n'y a plus Klay Thompson à Golden State, je te dis même pas, non, tu déconnes. Je te dis franchement, ce scénario existe. Si tu me dis dans 8 mois, il y a des mecs comme Steve Kerr qui disent, tu sais quoi, c'est bon, j'ai eu les bagues, j'ai fait tout ce que je voulais, mon dos me fait mal, merci. Tiens, vas-y, Kenny Atkinson, prends la suite avant d'aller voir Vincent Collet. Ouais. Je suis même pas étonné. Mais ça veut dire quoi derrière ? C'est que je suis désolé, mais ça veut dire que tu vas devoir conserver un même type de système pour Steph et Draymond qui sont en train encore de vieillir alors que le reste de la NBA continue à progresser. T'es plus en 2017 en fait, on est en 2024. Et ça m'inquiète de ouf pour Golden State parce que ça peut aller très très mal. Ouais. Très très mal. Ouais. Bien sûr, bah écoute, on va suivre ça, mais en tout cas c'est sûr, déception quand même. On pouvait se dire ouais ça va être compliqué et tout nanana, mais là à ce point-là aussi vite, le fond de jeu y est pas du tout.
Ils ont cramé du jeune, on se demande un peu pourquoi. Enfin, il n'y a même pas vraiment de relève en place là en plus, il n'y a rien là. Clairement. Donc c'est chaud. C'est chaud. Très très compliqué. Et un jour, en effet, on reviendra sur les utilisations des pics de draft et quels talents ont été développés ces 5-6 dernières années parce que c'est pas extraordinaire. Il y a eu un très bel Eldorado, mais ensuite c'était un peu compliqué. Atlanta pour Alex, Golden State pour Bibi. Évidemment, on se garde quelques mentions sous le coude, on en fera des apéros, genre je sais pas, les Brooklyn Nets. Oh là là. Les Brooklyn Nets, ça c'est une belle déception aussi ça. Très très belle, belle, justement non pas belle, mais déception. Ils sont beaux hein. Ouais, déception. Une sacrément belle déception, évidemment, on pourra parler d'autres franchises. On va basculer sur un joueur. Vas-y. Alex, shots fired, il y a un joueur à qui tu as envie de régler quelques comptes parce que là sur sa première partie de saison, je suis désolé, non ça va pas du tout quoi. Bah tu vois, on parlait des Warriors, c'est rigolo. T'as prononcé le mot Jordan Poole. Bah ouais, Jordan Poole. C'est peut-être pas le joueur, mais il fait clairement partie des joueurs du petit trio là qui me déçoit de ouf sur ce début de saison. Oh la vache. Il avait l'occasion de faire un gros pied de nez là à Golden State en plein downfall. En plein downfall, tu vois, il aurait pu être comme ça. Alors, vous m'avez tradé, bande d'enfoirés et tout. Bah non. Golden State, ils doivent se dire, on a bien fait, disons. De ouf. C'est vraiment la bataille des gogoles comme ça. Non, mais il était censé se donner. Il était censé montrer aux Warriors qu'ils avaient fait une erreur en le tradant pour le vieux Chris Paul et tout machin. Jordan Poole est nettement moins bon que les 2 dernières saisons. Ah ouais. En stats, alors l'attitude, attention. L'attitude, là, c'est scandaleux. Les stats sont vraiment pas bonnes, mais ça peut arriver. Un shooter qui rentre pas ses tirs et tout machin. Allez, allons-y. Il joue dans une équipe où c'est pas évident. Tu vois, genre, c'est quoi ses coéquipiers? Bon, il y a Kyle Kuzma, mais sinon, c'est beaucoup de jeunes, c'est un peu le bazar. Tout le monde peut être tradé à tout moment là-dedans. Enfin, tu vois, genre, bon, on verra. Mais en tout cas, je peux comprendre, moi, que les performances, ça soit plus compliqué que prévu. Lui qui a toujours été habitué à être dans un petit cocon avec Steph Curry qui t'applaudit. Tu vois, c'est vrai que là, c'est pas pareil. Ah bah Wesson Seld et Kyle Kuzma, sûr que c'est pas la même que Draymond et Steve Kerr. C'est différent. C'est différent, mais par contre, en termes d'attitude, ça s'est vu déjà dès les photos en arrivant, tout le monde s'est moqué de lui, il a pas l'air content d'être là, effectivement, il n'était pas content d'être là, et là, il fait un peu le boudeur, la diva, comme s'il avait les moyens de jouer les divas, Jordan Poole, waouh. Il se prend t'as l'impression que c'est un futur Hall of Famer avec 14 mais c'est ça, mais il se prend pour qui en fait? Genre, essaye déjà de faire une carrière à la Jordan Clarkson, essaye déjà, ça sera déjà pas mal en fait, tu vois, là finalement. Et enfin, extrêmement déçu parce que j'adore son talent. Il m'a fait kiffer à de nombreuses reprises. Pas mal de fois, j'étais là genre, waouh, l'efficacité du type sur des trucs difficiles, handle, les choix, c'était pas si mal, qualité de tir, pénétration, enfin, beaucoup de choses que du très très bon combo guard, quoi, où je me disais, en 6e homme ou à côté du bon meneur, ça peut vraiment être très très intéressant, Jordan Poole, et il peut vraiment faire une belle carrière. Ah, de ouf. Je le mettais dans le package des... Tu vois, je le mettais dans le package des Tyler Hero, je le mettais dans le package, c'est ça, Tyler Hero, des Emmanuel Quickly, voilà. Il n'y est pas. Non. Il n'y est pas. Et il n'y est pas pour une raison principale, c'est qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas. Il se prend pour Jordan, c'est à peine une poule. Tu vois, genre, t'as vu? Facile. Magnifique. Mais honnêtement, non, mais je crois pas qu'il y ait un joueur qui me gaffe tellement plus que Jordan Poole. Non, et heureusement qu'il y a Bilal Koulibaly, dont on reparlera peut-être dans une autre vidéo, parce que sinon, regardez les Wizards, Poole, il gâche le spectacle. Il croque des tirs n'importe comment, il donne pas le ballon à des mecs ouverts, il a un comportement, un body language, mais catastrophique. Moi, je suis coach des Wizards, mais il met pas le pied sur le terrain, j'en ai rien à foutre des contrats. Oui, mais c'est Wesson Seld, c'est ça le problème. Voilà. Il met pas le pied sur le terrain. Ça me dégoûte ce genre de mec. Et il y a pas longtemps, tu te rappelles, on a fait une grosse question sur les leaders. Il n'a pas une seule des qualités qu'on a décrites pour être un leader. Non, rien, pas une. Non, mais tout à fait. C'est chaud. Totalement, c'est chaud. C'est très très chaud. Jordan Poole, en septembre dernier, c'était... il y avait eu des débats pour savoir s'il allait être dans les meilleurs scoreurs de la Ligue. Bah oui, parce qu'on disait, avec tous les tickets shoot qu'il a, puis le talent qu'il a. Mais t'as vu l'utilisation qu'il fait de son talent? Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Waouh! C'est chaud, c'est chaud. Je pense que cette saison, je pense que c'est même pas un des
Ouais, non, c'est même pas un des 3-4 meilleurs joueurs de Washington cette saison. Bah, Genre, y a des... tu peux dire Kuzma, tu peux dire Tyus Jones et tu peux le mettre à la bataille avec Avdia et Kispert et Gafford. Voilà. Mais Bilal Koulibaly fait une meilleure saison Bilal, que Jordan Poole. Ouais. Dans le marasme que sont les Wizards, ils devraient normalement sortir du lot. Ok, prendre plein de tirs et tout, mais ils devraient nous mettre des points, ils devraient essayer de se battre, ils devraient prendre du plaisir à jouer avec des ballons et tout. Tu vois, genre, voilà, t'as été tradé, c'est relou, mais c'est la vie aussi. Ah non, petit joueur, tout petit joueur. Ah, je suis déçu. Jordan Poole, la Trop déception déçu. absolue, donc un magnifique, ouais c'est ça, hein, 17 points, mais à 41% au tir, 31% à 3 points, et surtout, ressenti moins 1000 quoi. 17 points en 15 tirs, vas-y, c'est bon. Bah j'en ai un comme ça si tu veux. Vas-y. T'as qui? Sans transition. Je suis extrêmement profondément déçu. Oui, peut-être que certains l'avaient vu venir par la saison de Jalen Green à Houston. Fuck! Merde! Fait chier. Alors, on va donner du temps, parce que ça aussi, pareil pour du Jordan Poole, faut donner du temps. C'est des garçons qui sont jeunes. Il n'y en a pas en NBA. Bah oui, pas mais de temps. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que Jalen Green, doucement, c'est sa 3e saison. Il a 21 piges. Ça, c'est vrai. Il y a plein de choses à venir dans sa carrière, il n'y a pas de problème. Mais la courbe, elle était comme ça. Et on se disait, et j'ai revu notre putain de 30 prévus en 30 jours à Houston, et on se disait, franchement, aujourd'hui, si tu dois faire une hiérarchie, on pense qu'il y a Alperen Sengun et Jalen Green sûr, et après, on essaie de voir en dessous comment ça se passe. Lol, mais Jalen Green, mais... Ça devient une interrogation dans le 5 majeur. Et en fait... Mais oui. Et en fait, Jalen Green... C'est fou. A vu en fait sa vie défiler sous ses yeux limite, où en fait il était pépère dans un projet de reconstruction où c'était YOLO total avec lui et Kevin Porter Jr. En un été, Houston a fait des excellents choix. Ime Udoka, Jeff Green, Dillon Brooks, Fred VanVleet, des bons petits choix comme ça de sérieux qui font que d'ailleurs Houston fait une meilleure saison que Golden State par exemple, tu vois, ou qu'Atlanta. Vraiment, c'est une phrase qui était imprononçable en fait il y a 5 mois, tu vois, genre Houston fait large une meilleure saison que Atlanta et Golden State. Ouais, c'est chaud, putain. Et en fait, Jalen Green, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que vraiment c'est le, sans mauvais jeu de mots avec Jordan Poole, il me fait penser vraiment à un poulet qui court, un poulet sans tête qui court sur le parquet. Ouais. En fait, il ne sait pas du tout où il faut se positionner. Du coup, tu sais qu'avec Alperen Sengun et Fred VanVleet, ça se passe bien, que quand Fred VanVleet est absent là, du coup, on voit les choses en 4K HD en termes d'absence, mais Jalen Green ne prend pas du coup le relais. Que du coup, pour certains qui ont bien trouvé leur position, et Jabari Smith, et le banc, enfin je veux dire, il y a plein de joueurs à Houston qui ont trouvé leur place. Jalen Green, là, il est à moins de 40% au tir, 32% à 3 points, moins de 80% au lancer. Tu parlais de Jordan Clarkson, pareil, il va falloir l'espérer parce qu'il a tout le talent offensif du monde. Mais justement, je suis pas sûr en fait, moi. Il a quand même un talent offensif pas bien de zinzin. surcoté. Il a un talent offensif de zinzin, oui, mais il fait vraiment énormément de mauvais choix quand même. Mais là, dans ce système, il a pas sa place. Et en fait, je sais que cet été, quand Team USA se préparait, il y avait lui et Kate Cunningham qui faisaient donc l'équipe face à l'équipe A, quoi. Et que les sparring partners. Exactement, les sparring partners, merci pour le terme. Et que les scouts qui étaient sur place et les gens de Team USA étaient là, genre, préparez-vous pour la saison de Kate Cunningham et Jalen Green parce que vraiment, ça va être du lourd, quoi. Et Kate Cunningham d'ailleurs l'a montré à plusieurs soirs qu'en fait faut pas déconner avec Kate Cunningham, genre c'est safe, son équipe est nulle à chier mais Kate Cunningham le talent il n'y a pas à en discuter. Et là le problème c'est que j'étais persuadé que la courbe de progression de Jalen Green cette saison ça allait être il y a VanVleet, il y a un coach, il y a Jeff Green, il y a des gars qui allaient dire non, attends, fais comme ça peut être super, regarde le nombre de joueurs que tu peux attirer sur pick and roll, tes qualités athlétiques peuvent te mener à provoquer des lancers francs, à avoir des bons kick-out pour des garçons dans les corners. En fait, il n'y a rien de tout ça. J'ai l'impression que quand la balle elle est dans les mains de Jalen Green, tu peux déjà retourner en défense. C'est fou. C'est violent. C'est violent. C'est fou. C'est violent. C'est complètement fou. Mais t'as bien résumé le truc. Hein. L'équipe a progressé, l'équipe est devenue plus sérieuse, l'équipe a des ambitions maintenant, et du coup, Jalen Green, on commence à se poser des questions sur son niveau de compréhension de ce qui se passe sur le terrain, son niveau de qualité de choix. C'est
c'est embêtant parce que c'est pas les trucs les plus faciles à faire progresser en plus. Et merci, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est pas. Tu vois, la différence de Jordan Poole, qui a une feel-good story de Golden State qui a été choisie de loin et qui a bien progressé. Jalen Green, c'est quand même un second choix de draft. Second choix de draft, tout à Si je fait. dis pas de bêtises, qui est donc Si, c'est au ça. cœur à la base de la reconstruction. Après, encore une fois, Sengun, c'est incroyable la progression qu'il fait. Et donc, il y a des changements où parfois, dans un projet, il faut s'ajuster. Mais là, justement, Jalen Green n'est pas bon. Non. Et je veux bien l'avis des fans de Houston parce que je sais pas si c'est un peu l'œuf ou la poule, c'est-à-dire est-ce que c'est Jalen Green ou est-ce que le staff ne le met pas bien en situation. Mais quand tu regardes Houston jouer, waouh, merde. Alors que j'aime beaucoup le garçon et je pense que vraiment il peut se développer. Mais là, je crois qu'à Houston, je serais pas étonné que les gars du management se disent attends, on a un meneur vétéran, on a un ailier couteau suisse, on a un pivot avec qui autour de qui on peut jouer, on a l'ailier fort parfait avec lui. On doit absolument pas avoir un croqueur au poste 2. On doit avoir un KCP ou un truc comme ça pour. Ouais, un KCP++, et t'es très content. Non, je suis d'accord. Ah, Je suis d'accord. Et il peut être en danger très vite, Jalen Green. Genre, par exemple, là, tu disais qu'il était dans sa 3e saison. Donc, qui dit 4e saison dit potentielle extension. Moi, je suis Houston, je lui propose pas un truc de dingue en termes de salaire. Hein. Désolé, mon pote. Bah ouais, c'est tout. c'est genre tu vas regarder Terry Rozier et tu vas faire est-ce qu'on peut être dans ces ranges là quoi Ouais. En termes de salaire, genre je sais pas, entre 20 et 25 millions la saison, tu veux plus max. Va faire ça à Atlanta par exemple. Ouais. Compliqué. Pour Alex, Jordan Poole, pour Bibi, Jalen Green. T'avais quelques mentions des gars que t'avais noté un petit peu sur ton petit calepin carnet. Ouais. Il y a quelques joueurs où je me dis quand même, c'est un peu triste de pas les voir, tu vois, évoluer à un meilleur niveau. Je suis un peu déçu, mais pas tant que ça, mais quand même déçu par la saison pour l'instant de Damian Lillard. Je sais qu'il y a eu un gros tir ultra clutch et tout. Les pourcentages sont pas là, la défense est catastrophique. L'ajustement de Milwaukee est beaucoup plus compliqué. Après ça va, Milwaukee, ils sont 2e de conf et tout, machin. Puis Lillard, il a quand même fait quelques bons trucs. Mais je suis un peu déçu de ce qu'il propose, clairement. Je comprends. Ouais. Tu vois, voilà. Lillard, c'est un des mecs qui me vient à l'esprit. Je te réponds aussi, évidemment, dans les équipes décevantes et du coup dans les joueurs décevants. Moi, j'étais en train de pousser les dernières tuiles de allez, Killian Hayes. Ouais. Non, c'est compliqué. Allez, mon Kylian. Et on va continuer à pousser le bateau parce que Cocorico, mais. Non, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour Kiki. Il n'arrive pas à se faire sa place à Détroit quand même. À Détroit chez les Pistons. C'est chaud. Wildcard. Alex, il te reste un élément dont tu as envie de parler et vraiment. Je suis pas content de ça et j'ai envie d'en parler aujourd'hui. C'est quoi? D'habitude, je suis plutôt. Comment dire, je comprends assez bien d'habitude les évolutions d'arbitrage de la NBA. Oula. Je suis pas toujours d'accord, mais je les comprends, je vois où elles veulent venir et tout. Là, les nouvelles règles et la nouvelle façon de distribuer certaines fautes techniques. Ah oui, oh là là. Voilà, ça me saoule. Donc là, désolé, oui, je vais parler comme un vieux, là c'était mieux avant, mais là c'était mieux avant. Ouais, je maintiens. C'était beaucoup mieux avant même. Et là, le comble du comble, donc il y a eu, il y a vraiment des mecs qui ont pris des fautes techniques limite pour s'être regardés droit dans les yeux. Boum, il y a faute technique, tu sais, la taunting. Ouais. Franchement, ça c'est ridicule. Ouais. Et le plus ridicule du ridicule, c'est les fautes techniques données à des types qui s'accrochent à l'arceau. D'autant plus que certains ont pris des fautes techniques pour s'être accrochés à l'arceau, alors que c'était bien qu'ils s'accrochent à l'arceau parce qu'il y avait un mec en dessous. Ouais. Là, tu retombes sur la jambe d'un gars, c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait 2 blessés. Donc, n'importe quoi. Donc ça, vraiment, alors là, je ne comprends pas du tout la Ligue là-dessus. Je comprends pas du tout ces validations de nouvelles règles de la part du Board of Governors. Je trouve ça nul à chier. Je pense que ça gâche un peu du spectacle. Ça ajoute de la softitude à une ligue qui devient de plus en plus soft. Je suis pas persuadé que ça soit la meilleure direction. Surtout quand, là, on en rajoute. C'est-à-dire qu'ils veuillent pas que les mecs se tapent dessus et tout, qu'on sacle les Draymond Green, qu'on n'aime pas l'attitude de Ja Morant, machin et tout. Ok, très bien. Mais là, c'est ridicule sur les fautes techniques. Ridicule. Ouais. Je comprends même pas d'où ça vient, pourquoi, c'est quoi, c'est des poules de proprios là qui trouvent que gna gna gna, c'est pas bon pour l'image de leur ligue, de leur petit investissement. J'en sais rien, je ne vois pas où ils veulent en venir avec ça.
Moi, en tant que fan, ça me fait chier. Voilà. Je suis complètement d'accord. Et ça demande à robotiser un peu des joueurs arrêter d'enlever les émotions des joueurs. Si les joueurs sont aussi forts, c'est parce qu'ils ont des émotions et qu'ils les expriment. Donc on ne pense pas qu'ils vont commencer à faire des tractions sur l'arceau et marcher sur l'âge des 24. Mais les gars, laissez-les jouer au basketball. Ça va quoi. Et en plus, s'accrocher au cercle, je le répète, mais il y a des situations où c'est important. Bah oui, bien sûr, c'est pour ça, à la base, c'est pour ça qu'ils ont fait des cercles à vérin et tout. C'est parce que quand il y a un gars un peu par terre en dessous, bah, tu restes accroché juste une demi-seconde. La demi-seconde qui fait la différence. Non, bim, technique, n'importe quoi. C'est nul. Voilà. Je suis d'accord, c'est un peu relou. Il y a un peu le sentiment qu'ils veulent mettre les joueurs dans une box et il faudrait qu'ils agissent tous comme ça. Mais ça va pas dans le sens de la NBA, les gars. Arrêtez, c'est parce que c'est justement pluriprofil qu'on adore un tel et qu'on n'aime pas un autre, qu'on aime celui qui est exubérant et celui qui l'est moins. Arrêtez de vouloir que des Duncan et des Jokic, j'adore ces joueurs, mais il faut que des joueurs aussi exubérants, parfois plus juste s'exprimer, quoi. Ah non, mais c'est... Et après ils se plaignent et ils disent on va faire une Rivals Week. Genre... Une Rivals Week ? LOL ? La Soft Week, faites la Soft Week. Ouais, voilà. Voilà, ça serait bien une Soft Week. Ça sera toutes les semaines. J'ai des noms de joueurs si vous voulez. Tout à fait, il y a des All Soft Team. Tiens, je me le note. Ça va être bien, c'est bon ça. All Soft Team, c'est très bon ça. Voilà, au moins là, on a des concepts là. Voilà. Qui nous appellent s'ils veulent des concepts. Call me Adam, call us. T'as quelque chose toi en wildcard, là, un petit bonus? Ah ouais, alors là moi aussi. Moi je suis pas content, on finit en pas content. Si vous êtes coach et que vous avez été prolongé au prix fort cet été, mais qu'est-ce que vous faites? Ou que vous avez juste signé un contrat, même pas prolongé. Monty Williams, Greg Popovich. J'ai pas envie de parler de Chauncey Billups, à lui seul il fait le taf. Fine, je le laisse. Mais c'est une aberration parce que c'est chaud. D'être un joueur aussi intelligent et d'être un aussi mauvais coach, c'est du quasiment jamais vu ça. Et complètement. Le mec est le général en chef d'une équipe qui était incroyable, le cerveau et tout. On l'a vu arriver en Navy, on a fait c'est safe. C'est clair. Moi aussi j'aurais eu la maison sur Chauncey Billups. Il est paumé de ouf. Genre, merci Rip Hamilton d'avoir carry Détroit, tu sais. Bientôt, on va en être Rachid. Là. C'était le shit, le cerveau. Grave. Merci, quoi. Merci, Big Ben. Non, mais Chauncey Billups, je le laisse de côté. Juste deux choses. Premièrement, évidemment, Monty Williams. Parce que toutes les semaines, j'ai l'impression de vivre dans une espèce de métaverse où, en fait, l'autre jour, il a fait quoi, Monty Williams, dans une conférence de presse? Il y a des journalistes qui lui ont dit faudrait peut-être donner un petit peu plus le ballon à Jalen Ivey au poste de meneur. Et il a répondu ah oui, c'est vrai, vous avez pas tort. Non, mais il est... On est en train de. On est dans un espèce de sketch absolu où des joueurs. Et en fait, ce qui m'emmerde, c'est que Monty Williams n'est pas un coach de reconstruction, est un coach qui est capable de faire bien d'autres choses. Tu l'as vécu à Phoenix. Moi, tu vois, alors, j'entends, hein, parce que là, les faits sont là pour prouver et montrer ce que tu es en train de dire. Mais tu vois, moi, je me suis dit, c'est pas mal parce que Monty, pour développer des jeunes, ça va le faire. Vraiment. Moi, c'est ce que je me suis dit. Ben ouais, mais c'est. Mais en fait là c'est trop tôt. Monty c'est quand tu vois, c'est quand des équipes de quasi play-in se font virer, là tu mets Monty pour aller en play-off. Mais bref, là c'est trop compliqué. Il y a des joueurs qui sont totalement perdus, ça va pas à Détroit, il y a des fins de match absolument atroces. Tu viens de te taper la pire série de défaites consécutives all-time. Et alors là, émotion moins 4000. Moi, franchement, j'ai l'impression qu'il y avait des conférences de presse d'après-match. Tu vois, Monty Williams, j'avais l'impression qu'il était là, genre, mettez les sous-titres en dessous. C'était, oui, je suis le coach le mieux payé de l'histoire de l'humanité maintenant. Wesh, il y a des carrières qui sont en jeu. Il y a des gamins qui essaient de se développer, qui essaient de comprendre comment ça se passe. Il y en a, ils sont, mais paumés à la mort. Et donc, j'ai de la peine pour les joueurs. Mais donc, je fallait que j'en lâche une à Monty Williams. Et oui, non, je suis désolé. Il y a un moment, on l'a dit plein de fois cette saison, je ne peux pas faire une vidéo déception de ce début de saison sans parler de Greg Popovich. Parce qu'en fait, oui, on va continuer à dire, et moi le premier, quel coach extraordinaire dans son historique, dans son approche patiente. Peut-être qu'on va se retourner dans 2 ans et se dire, quand même, c'est bien d'avoir pris ce temps et d'avoir voulu toucher à tout. Ok, peut-être. Tu sais quoi ? Fine, je peux le prendre en considération. Mais
Mais non, franchement, je peux pas excuser Pop sur ce début de saison. Franchement, tu vois, je suis à court d'arguments, je peux pas. Il y a eu des utilisations qui sont pas bonnes. C'est chaud, je suis d'accord. Utilisation, rotation très chaud aussi. Rotation très chaud, utilisation très chaud. On s'est tous regardé, on était là genre, ah bah oui, tiens, Trey Jones. Maintenant qu'il est un petit peu utilisé, 1 en starter, 2 avec Wemby et 3 avec des vraies minutes, parce que c'est pas qu'une question d'être titulaire, c'est avec qui tu joues sur le terrain. C'est pas une question de savoir si t'es remplaçant au truc, c'est t'es dans quel line-up. Du coup, Trey Jones retrouve la vie, retrouve la santé, San Antonio rejoue au basketball. On s'est retrouvé dans des situations où Jeremy Sohan devait être meneur. What the fuck? Et en fait, là, à la limite, joli test d'avoir dit, tu sais quoi, Keldon Johnson, on a besoin de boost en sortie de banc, donc accepte ça. Et je trouve que pour le moment, il a une approche assez collective qui est de dire, bah tu sais quoi, ok, je sors du banc et puis je vais faire le boulot, ce qui est tout à son honneur. Mais non, Pop là, en fait, là, un coach ferait ça avec Wemby et n'aurait pas l'historique de Pop, il serait en place publique et il y aurait des gens avec des bidons d'essence et des briquets. Il serait peut-être même viré. Mais oui, il serait même plus là. Là, c'est parce que Pop, il est sur son trône à San Antonio et qu'il a bâti beaucoup de choses et que donc, maintenant qu'il a été prolongé, il a la casquette à la fois de la direction et du coaching. Il a construit la ville avec ses mains quand même, donc forcément, ça donne du crédit. Mais oui, je suis d'accord. Je vais lui donner du temps, mais je sais pas ce que t'en penses. Franchement, Pop sur ce début de saison... il y a eu des fois où j'étais là, flemme. Non, c'est sûr que flemme, on voit pas trop où ça veut en venir. Après, à sa décharge, entre guillemets, on voit pas trop où le projet Spurs va pour l'instant. On voit bien Wemby et tout, mais faut tanker, faudrait pas gagner de match. On voit bien qu'il y a des joueurs qui ont quand même envie de gagner à San Antonio. Donc, tout ça est compliqué à mettre en place. Je pense qu'effectivement, peut-être que les Spurs et Popovich auraient dû se mettre d'accord et partir en reconstruction avec un autre coach. Ouais. Et que l'histoire Popovich, parce que là, elle va se terminer sur quoi l'histoire Popovich là moi, je vais lui donner du temps parce que là, je pense qu'ils font leur test et qu'en année 2, j'espère, les critiques seront disparues. Mais attention. Pour résumer donc, Alex s'est magnifiquement lâché sur nos amis les Atlanta Hawks, sur Monsieur Jordan Poole et, ma foi, sur les arbitres qui devraient un peu laisser les joueurs jouer. C'est un petit peu ça le résumé. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est ça, les Hawks, Jordan Poole, les arbitres, les règles, plus que les arbitres, les pauvres, ils les appliquent les règles, hein. Les règles, là, les instances NBA, là. Allez, on se sort le Swiffer du 1. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Et moi, évidemment, je me suis lâché sur Golden State, sur Jalen Green et sur les coachs qui font un peu n'importe quoi sur ce début de saison. J'aurais même pu mettre du Steve Kerr, tu vois, franchement. Il y en a qui font des saisons, mais nul, mais avec des N majuscules. Dites-nous, vous, ce que vous pensez, bien évidemment, de cette première partie de saison, des déceptions. Est-ce qu'on se ferait pas des petites satisfactions, nous, ensuite ? Ah bah si, on va quand même se faire un peu plaisir, il faut. Allez, après le négatif, le positif. On fait des bisous, on vous retrouve dans les commentaires. Ciao. À très vite. Ciao. Ciao.